Aujourd'hui, on est le 24 février 2024. Donc, le cours d'aujourd'hui porte sur les typologies de violence. En fait, comme vous le savez, il y a quand même beaucoup de types de violence, hein. Il y en a qui sont plus visibles, il y en a qui sont moins visibles, il y en a qui sont plus ou moins visibles, et il y en a d'autres qui sont vraiment subtiles. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les, 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 les types de violence. Par exemple, on peut commencer par la violence verbale. Donc, la violence verbale, c'est parfois une violence oubliée. Donc, surtout dans des sociétés où l'on parle beaucoup, ça parle beaucoup. Donc, on est habitué à écouter des propos et parfois on ne se rend même pas compte si c'est de la violence, mais c'est des violences. Donc, la violence verbale a pour objet, pour but d'humilier l'autre, de le contrôler ou d'exercer une certaine autorité. Donc, sans forcément avoir le consentement de l'autre. Donc, euh, généralement, cette violence est employée de manière subtile, donc, ou ça peut être aussi très direct. Donc, si on observe la manière dont on parle, donc, en Haïti, on a comme impression parfois, donc, en tout cas quand on a la chance de vivre dans d'autres sociétés, dans d'autres pays, on a l'impression que en fait, c'est comme s'il y avait, je dirais en tout cas, le temps qu'on emploie pour parler aux gens, en fait, sont plutôt, on va dire, un ton plutôt violent. Et parfois, ce n'est pas intentionnel. C'est ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément intentionnel. Donc, il y a beaucoup de violence dans la manière d'adresser l'autre, dans la manière de vivre. Donc, on- en fait, la manière dont on parle aux enfants, donc la manière dont on pense, là, on pense le rapport à l'autre, le rapport à sa femme, à sa conjointe, le rapport à ses enfants, mais le rapport aussi à des enfants qui habitent chez nous, mais qui ne sont pas forcément nos propres enfants. Donc, vous connaissez le phénomène de rester avec. Le phénomène de rester avec, en fait, de mon point de vue, il n'y a pas plus violent en termes de rapport à l'autre dans le phénomène de rester avec et la manière dont on parle avec un rester avec, donc avec un petit saint-anis. Donc, il n'y a pas plus violent que ça. Donc, c'est l'image typique de la violence verbale. Donc, est quand même très, 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 très euh, en vogue, très présente, ou du moins, c'est récurrent dans les rapports de pouvoir, les rapports de patron et ses employés, dans le rapport en fait, on va dire comme ça, en fait, d'une maîtresse de maison et, et son enfant ou l'enfant qui sert de bonne, ou du moins qui sert de garçon de la cour. En tout cas, cet enfant-là qui est au service de tout le monde, qui essaye de satisfaire tout le monde, ce qu'on appelle couramment rester avec. Donc, cet enfant-là, c'est un enfant qui, en fait, continuellement est victime de violences verbales. Donc, la violence verbale peut être des insultes, c'est-à-dire, c'est parler en fait, en essayant d'injurier la personne, c'est-à-dire en essayant d'utiliser des propos injurieux, mais aussi des propos discriminatoires envers la personne. Donc, ou blâmer l'autre, c'est toujours la faute de l'autre. Donc, menacer de façon directe ou indirecte. C'est-à-dire la violence verbale, on va dire que c'est tous les moyens utilisés verbalement pour diminuer l'autre. C'est-à-dire l'autre qui est dans ce rapport de pouvoir avec nous, l'autre qui est dans cette relation qui n'est pas forcément une relation de pouvoir, qui peut être une relation de couple, par exemple, mais la manière dont on parle avec l'autre, la manière dont on le traite, la manière de crier sur l'autre,
Donc, c'est des formes de violence verbale. Donc, qui, généralement, le but, c'est d'intimider, c'est de contrôler, c'est d'humilier l'autre. Donc, pour revenir à, au paradigme de la reconnaissance, je crois qu'on avait mobilisé lors du dernier cours, on avait compris que dans dans les relations de pouvoir ou dans les relations humaines, dans les relations humaines qui sont censées être des relations en fait, d'égalité entre les entités, entre les personnes. Donc, il y a un jeu, de côté, il y a un tu. Et le jeu, par exemple, et le tu devraient, pourquoi pas, entretenir des rapports égaux, des rapports d'égalité, mais aussi des rapports de cordialité. C'est en fait ce que les auteurs du paradigme de la reconnaissance, en particulier Axel Honneth, nomment de ce qu'on appelle ces rapports de reconnaissance. C'est des rapports qui sont basés sur la justice, l'amour et l'égalité. C'est-à-dire un rapport entre un jeu et un tu. Un jeu qui respecte un tu et qui voit dans le tu, en fait, son image. D'où ce qu'on appelle la double reconnaissance. Donc, c'est-à-dire, si je reconnais dans l'autre un peu d'humanité, je devrais m'adresser à l'autre avec respect. Et ce rapport qui nécessite un peu de respect quand on parle à l'autre, ce rapport-là, en fait, on le comprend bien, fait de plus en plus défaut dans la société haïtienne. Dans une société où les abus de pouvoir sont très, 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 très présents dans les relations employés-employeurs, dans les relations en fait, professeurs-étudiants, dans les relations étudiants-étudiants, dans les relations ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas, dans les relations entre le grand personnel, le petit personnel, comme on les appelle le plus souvent en Haïti, les relations écoute, le boss et ceux qui travaillent avec lui. Donc, c'est-à-dire, c'est des relations qui sont tisser du respect et dans lesquels, à travers lesquels, en fait, les propos ou, ou la violence verbale est vraiment, vraiment très, 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 très présente. Donc, c'est important de le noter comme ça. Donc, mais comme vous le savez, la violence verbale, tout comme la violence physique, a beaucoup de conséquences néfastes sur l'autre, c'est-à-dire sur la personne, sur la victime. La personne qui, en fait, sur qui on a crié et peut se sentir déstabilisée et peut, pourquoi pas, euh, ressentir les traumas, d'accord, et se sentir, écoute, humilié et se sentir un peu déshumanisé par cette autre personne qui lui crie dessus. C'est important de comprendre dans les relations humaines, en tant que psychologue, donc, que la manière de parler à quelqu'un, même si on n'est pas d'accord avec l'autre, ça, c'est ce que on n'arrive pas souvent à établir la distance entre le fait de ne pas être d'accord et être violent par rapport à l'autre. Parce qu'on peut ne pas être d'accord sans être un violent. D'accord? Parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord. D'accord? On est d'accord de ne pas être d'accord. Mais la limite qu'il y a entre ne pas être d'accord et la violence, ou la violence verbale ou la violence physique, il y a quand même il y a quand même une grande distance entre ces deux extrêmes, parce qu'on peut toujours ne pas être d'accord, mais quand on passe à la violence, ça c'est un autre niveau, ça c'est vraiment un autre niveau qui n'est pas tolérable dans la société. Donc c'est important de le mentionner. Donc maintenant, la violence physique, c'est une violence, la violence, pardon, psychologique, je dirais, c'est plutôt une violence un peu subtile, donc un peu sournoise, parce que la violence psychologique, c'est surtout au niveau des attitudes et des comportements d'une personne. C'est-à-dire, c'est en fait, la personne qui est victime peut ne pas être conscient, d'accord, de l'impact ou ne pas être conscient
qu'elle est en train d'être violentée par l'autre. Donc, généralement, la violence psychologique, ça vise l'intégrité psychologique de la personne. En fait, le moral, en fait, ça affecte le moral de la personne, d'accord? C'est-à-dire ce sentiment intérieur de la personne. Donc, tout comme la violence verbale, elle est utilisée, la violence psychologique, de manière subtile. Donc, il y a beaucoup d'exemples de violence psychologique. On peut arriver à faire à une personne, à faire faire à une personne quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, qu'elle n'aurait pas vouloir faire en temps normal. Donc, et la violence psychologique, ça s'étend vraiment parfois sur le temps. Par exemple, on peut, par exemple, dans une relation de couple, là, par exemple, ça peut se comprendre par le fait que, en fait, on essaye de créer une sorte d'isolement social et affectif autour d'une personne, d'accord, en dénigrant sa famille. C'est-à-dire, tu es avec quelqu'un et puis la personne est en train de parler mal de ta famille tout le temps. Donc, c'est-à-dire, toi, tu peux ne pas comprendre sur le champ euh, qu'est-ce qui se passe, mais à force de dire des choses, en fait, de parler mal de ta famille, donc, en fait, tu as l'impression que, écoute, que tu vas te sentir un peu isolé par rapport à ta propre famille. Donc, la personne essaye de te couper les ponts, d'accord? Donc, mais aussi la personne, elle peut essayer aussi de te contrôler. Non, écoute, en fait, qu'est-ce que tu fais dans ton téléphone? Je peux voir. Donc, euh, parfois, c'est peut-être gentil. Et en fait, tu n'as pas l'impression qu'il y a une situation de violence. Mais le fait de vouloir contrôler l'autre, c'est une violence psychologique. Donc, la violence psychologique, on l'a mentionné tantôt, c'est une violence qui est très subtile, très subtile. Donc, la personne peut utiliser différentes formes de menaces implicites, c'est-à-dire des menaces sous-entendues. Donc, on n'est pas forcément dans la menace claire, ou la personne peut utiliser des menaces claires avec des mots clairs. Il peut dire, écoute, si la prochaine fois que tu rends visite à ta mère, moi, écoute, moi, je suis plus avec toi, des trucs comme ça. Donc, ou en fait, on peut imaginer d'autres formes de violence, c'est-à-dire la violence psychologique, c'est comme une tentative que l'autre exerce à notre encontre pour prendre le contrôle, d'accord, de notre mental, de notre manière de penser, en fait, de nous amener à des choses ou à faire des choses ou à penser mal parfois de notre propre personne. Donc, il faut comprendre que quelqu'un par exemple, qui te dit, écoute, tout le temps que tu es, stupide, par exemple, ou qui essaie de te rejeter toujours la faute, même si parfois tu n'es même pas fautif ou fautive. Donc, mais la personne te met dans des conditions pour que tu te sens toujours euh, comme genre, c'est toi le problème dans la relation, c'est toi le problème dans le schéma, dans le jeu. Donc, ça, c'est des types de violences psychologiques, mais qui, pourquoi pas, on peut les classer dans des formes de maltraitance aussi psychologique. Donc, ce n'est pas le fait seulement que quelqu'un, en fait, te frappe que tu dois penser ou dois ressentir que tu es violenté, mais le fait que la personne te met dans un inconfort un continu, d'accord, ça laisse des traumas pareils. Ça laisse des traumas pareils, donc c'est une violence psychologique. Donc, je peux prendre des exemples de violence psychologique ou le harcèlement, par exemple, c'est une violence psychologique grave pour la personne qui en est victime. Donc, en fait, c'est très important parce que ça affecte le mental, ça affecte le bien-être, la santé mentale de la personne qui en est victime. Donc, c'est pour ça que on doit aussi combattre ce type de violence dans la société. Parce que dans certains cas, la violence psychologique peut conduire au suicide.
D'accord? Ça peut conduire au suicide, ça peut conduire aussi à l'isolement, donc ça peut conduire en fait, en tout cas, ça peut avoir d'autres conséquences néfastes sur la personne qui en est victime. Donc, c'est important pour nous là, de condamner ces formes de violence dans la société, dans les milieux, parce que il y a aussi des micro-violences. Des micro-violences, en fait, je le dis rapidement, mais en fait, je ne crois pas que c'est dans les notes qu'on est en train de discuter, sur lesquelles on est en train de discuter, mais les micro-violences, c'est comme genre, tu, je peux prendre un exemple, en fait, tu es en train de manger avec quelqu'un, la personne te dit, écoute, est-ce que tu manges mes patates, par exemple? Mais toi, tu n'as pas envie de manger patates. La personne, non, non, tu manges, mange ça, mange ça, mange ça. Donc, mais ça exerce une pression psychologique sur toi, d'accord? Tu peux toujours penser, mais écoute, est-ce que c'est pas pour mon bien? Mais non, en fait, la personne qui le fait peut sincèrement, de bonne foi, croire qu'il est en train de t'aider. C'est juste parce que la personne parce qu'elle veut tout simplement que tu manges. Mais toi, tu ne veux pas. Parce que dès qu'il n'y ait pas de consentement, on est carrément en, fait, en pleine violence là. Parce que ce qu'il faut comprendre, il y a des violences qui sont plus directes, plus euh, peu, en tout cas plus choquantes, mais il y a d'autres violences qui sont, pourquoi pas, des micro-agressions, des micro-violences qui sont apparemment moins importantes, mais dans le fond, qui affectent pareillement la personne. Donc, parfois, c'est des propositions indécentes, d'accord? Donc, en fait, les femmes en sont les principales victimes, que ce soit dans le milieu universitaire. Donc, on est conscient de ce problème. C'est un fléau à l'université d'État d'Haïti, donc dans d'autres universités aussi privées. Donc, mais c'est un fléau dans la mesure où dans les structures même de l'université, on n'en parle pas. En fait, une femme une jeune femme qui est victime, par exemple, elle ne s'imagine même pas porter plainte. Donc, de toute façon, à qui tu vas porter plainte, tu vois? Donc, c'est juste compliqué pour la gente féminine, les femmes qui peuvent être victimes et qui sont généralement les principales victimes de ce type de violence, le harcèlement, par exemple, ce qu'on appelle en créole le tisonnail. C'est-à-dire, par exemple, en fait, je connais un travail qui a été fait, je crois, à la Faculté des sciences humaines, dans le travail social qui a été réalisé sur Bougoun Pounop, c'est-à-dire donc Sex for Grade, Bougoun Pounop, c'est-à-dire c'est le fait que les étudiants sont en fait généralement trouvent des avances de la part des chargés de cours, des professeurs, en tout cas des personnes qui ont des pouvoirs parce que c'est eux qui donnent des cours. Et puis là, donc pour réussir le cours ou je sais pas, pour avoir accès à certains droits, d'accord, on te propose des affaires et toi, dans tout ça, en fait, les femmes dans tout ça sont des victimes, les principales victimes parce que ça fait partie de ce qu'on appelle violence basée sur le genre. Donc, la proposition, la victimisation, c'est parce que vous êtes femme, donc, et vous êtes dans une situation de précarité. Et les véreux utilisent tout cela pour atteindre leurs objectifs. Donc, et c'est parfois, par exemple, moi, en fait, j'ai une étudiante qui m'avait dit, en fait, une fois que, en fait, certains professeurs, en fait, on lui rappelle tout le temps que tu es belle. Mais dans un espace universitaire, dans un espace de faculté, donc, un propos comme ça peut être considéré dans d'autres cas comme une forme de violence, comme une forme d'agression, de microagression, ou comme une forme, comme en fait un micro-harcèlement dans la mesure où
La personne ne le dit pas juste une fois, mais la personne, on le répète, on le répète, on le répète, et puis ça va ramener d'autres sujets, conversations qui ne devraient pas avoir lieu dans l'espace académique, qui ne devraient pas avoir lieu entre un étudiant et un professeur, parce que de toute façon, entre un étudiant et un professeur, il y a quand même, en fait, un minimum d'éthique, d'accord, à respecter. Donc, sinon, on n'a plus d'institution. Donc, et là, là-dedans, les femmes sont des victimes, donc les principales victimes. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas des victimes aussi, il y a des hommes qui sont quand même victimes de ces formes d'agression, de violence, mais en fait, la plupart du temps, les femmes sont les principales victimes. Donc, je crois, par exemple, en ce qui a trait à la violence basée sur le genre, donc les chiffres de Médecins sans frontières, par exemple, en ce qui a trait à la violence basée sur le genre, je crois que, en fait, les femmes représentent environ 97% des victimes. Il y a quand même des hommes qui sont victimes de violences basées sur le genre ou des hommes qui sont victimes de viol aussi. Donc, il ne faut pas croire que les hommes ne sont... Il n'y a pas de cas où les hommes sont victimes de viol. Oui, les hommes sont aussi victimes de viol. Donc, mais en grande majorité, les femmes sont victimes beaucoup plus des sévices corporels, beaucoup plus des violences psychologiques, beaucoup plus des violences, des formes de violence. Donc, moi, en fait, j'aime discuter avec, des étudiants et des étudiantes qui réfléchissent sur cette affaire ou d'autres professionnels de la santé qui réfléchissent sur la violence basée sur le genre. Et puis, un de ces jours, on est arrivé à croire, à penser, à dire que et si, euh, quand, par exemple, en Haïti, les hommes, là, le plus souvent, quand on arrive, je dirais, dans un bar, par exemple, dans un bar, même si la femme ou les femmes ont de l'argent pour payer, même si elles travaillent, on entend souvent dire, ah, les garçons et mon cher, les garçons payent, garçons de l'argent, etc. Donc, mais ces paroles-là, écoute, je trouve que c'est une forme de violence basée sur le genre. Donc, c'est-à-dire, l'homme, en fait, on pense que l'homme devrait, pourquoi pas, faire payer, d'accord? On va le voir, c'est une forme de violence économique. Donc, que l'homme doit payer parce que tout simplement, il est homme. Il est homme, donc les hommes aussi, donc parfois sont beaucoup plus victimes en fait, dans la globalité. Bon, là encore, je parle avec beaucoup de réserve. Donc, dans les guerres, les hommes les hommes sont les principales victimes. Donc, en fait, en ce qui a trait au meurtre à armes et armes à feu, donc les hommes sont les principales victimes. Donc, c'est ça. Donc, la violence, en fait, certaines violences affectent beaucoup plus une catégorie qu'une autre. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas victime dans tout ça. C'est juste, donc, en tout cas, c'est plus, c'est à ce niveau que telle catégorie est plus affectée qu'une autre catégorie. Donc, maintenant, quand on parle de violence économique, c'est très important. Donc, apparemment, on dirait que pourquoi on parlerait de violence économique? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une violence économique? Donc, on avait donné un exemple tantôt. Donc, le fait de demander à ce que ce soit l'homme qui paye c'est une violence économique. On peut aussi être dans un couple, là, dans un ménage, et on vous dit que, écoute, bon, femme pas gain l'argent, c'est garçon qui gagne l'argent. C'est-à-dire le fait de dire que les femmes n'ont pas le droit à l'argent, c'est les hommes, c'est une violence économique. La violence économique est quand même transversale. Donc, on entend souvent, par exemple, dans certaines familles, même si le père, d'accord, en fait, la fille devrait hériter de son père. Donc, il y a des hommes, parfois c'est les hommes qui gèrent toute l'économie de la famille, et les femmes, elles ne gèrent rien. Donc, et d'ailleurs, on ne pense même pas qu'elles peuvent gérer. Donc, c'est une forme de violence économique. Donc, d'ailleurs, contrairement à tout ce qu'on peut penser, les femmes, d'accord, les études ont montré que les femmes gèrent mieux en ce qui a trait à l'argent, d'accord, à faire fonctionner une entreprise. Les femmes sont très, 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 très bonnes. Donc,
Les femmes sont de bonnes gestionnaires. Donc, mais vous savez, en fait, il y a tellement de pensées négatives qu'on entretient. Donc, on essaye d'entretenir ces pensées, de faire croire que la femme est inférieure à l'homme, que la femme n'est pas capable, écoute, que la femme est... Non, mais non, que les hommes sont meilleurs, mais écoute, on sait tous pertinemment que les hommes et les femmes sont capables des choses et ils sont égaux, d'accord? Et tout ce qui entre en jeu, tout ce qui fait la différence, c'est la culture, ce qu'on inculque à l'homme, ce qu'on inculque à la femme. Non, mais on a déjà vu, par exemple, des femmes par exemple, qui pratiquent la culture corporelle, par exemple, le bodybuilding, comment elles arrivent à soulever des poids énormes, comment elles arrivent à faire des choses extraordinaires. Donc, en fait, au soccer, c'est pareil. Au soccer, c'est pareil. Les femmes sont capables de beaucoup de choses. Donc, moi, j'aime regarder Martha, la brésilienne. Donc, quand elle joue, moi, écoute, je connais pas beaucoup d'hommes, en fait, ces jours-ci, qui jouent aussi bien. D'accord, en tout cas. Mais c'est juste pour vous dire que une femme est capable des choses si elle apprend à le faire. Comme les hommes, un homme est capable de certaines choses si l'homme arrive ou apprend à le faire. Naturellement, là, on parle sur le plan social et culturel. Donc, on n'est pas dans la biologie, par exemple. Je pense pas qu'un homme peut donner, peut accoucher un enfant, d'accord, parce que biologiquement, l'homme, en fait, le corps de l'homme n'est pas fait pour ça. Donc, je ne sais pas dans l'avenir si des choses qu'on pourra faire, mais présentement, c'est que une femme est capable de le faire parce que son corps biologiquement est fait pour ça, donc est conçu pour ça, donc la femme est capable de le faire. Mais en ce qui a trait maintenant à apprendre à faire l'éducation d'un enfant. Donc, c'est pas l'affaire des femmes, ça. C'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire des hommes, c'est l'affaire des femmes, c'est l'affaire de la famille. Donc, mais quand on dit que femme, c'est la caillou d'autorité, donc c'est une violence. Mais maintenant, la violence économique, c'est aussi le fait de vouloir contrôler le compte en banque de la personne, que ce soit la fille ou que ce soit l'homme ou la femme, d'accord? Donc, c'est le fait de contrôler ses dépenses, son budget. Donc, c'est un peu tout ça, mais la violence économique aussi, c'est le fait de penser, de dire, par exemple, que, ah, moi-même, bah, oui, madame, moi, je travaille. Écoute, ma femme ne doit pas, ma femme ne doit pas travailler. Ma femme ne doit pas travailler. Donc, on peut s'entendre hein, à ce que dans un foyer, écoute, je comprends que la femme peut avec l'homme ou l'homme peut avec la femme décider de qui va travailler ou pas, ou comment le faire, ça dépend de la famille, de la structure familiale. Mais le fait de dire que, par exemple, ta femme ne va pas travailler parce que tu es jaloux, ou ton homme ne va pas travailler parce que tu es jalouse, donc ça fait partie d'une violence économique parce que de toute façon, je sais que donc, ta famille, ma famille pourra prendre soin. Imaginez-vous que la femme pense comme ça, là, sa famille pourrait prendre soin de l'homme. Donc, on a des cas de figure comme ça. Donc, des jeunes qui se marient et puis les parents de la femme, par exemple, prennent le soin du foyer et on demande à ce que l'homme ou la femme ne travaille pas. Donc, c'est une forme de violence économique parce que tout simplement, euh, la personne n'a pas son autonomie et la personne ne pourra pas décider économiquement ou financièrement de ce qu'elle voudra faire de sa vie. Ça, c'est important. Donc, mais toute forme d'interdiction, d'accord, d'un conjoint ou d'une conjointe, et dans le but de contrôler le budget de l'autre, on peut l'attribuer aussi à ce qu'on appelle de la violence économique. Donc, la violence économique peut aller au-delà de ça. Parce qu'il faut pas voir économie seulement question d'argent, mais il faut voir économie tout, c'est toute chose qui pourrait, ou tout élément dans la vie familiale, dans la vie de couple, dans l'environnement en général de la personne, qui pourrait lui permettre d'avoir une certaine autonomie et puis
pour que la personne soit autonome et puis pour ce qu'on appelle pour que la personne a une certaine agentivité. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas à tergiverser, on n'a pas à discuter. Donc, les gens, les hommes et les femmes doivent avoir une certaine autonomie économique, doivent avoir une certaine indépendance financière, etc. Donc, pour pouvoir décider de leur projet, du projet de la famille et des projets aussi personnels, par exemple. Donc, il y a tout type de contrôle visant que ce soit en fait, à contrôler les vêtements, la nourriture, donc à contrôler les entrées, les sorties. Et donc, tous ces contrôles-là euh, peuvent être compris comme une forme de violence économique. Donc, c'est une violence qui a aussi des conséquences sur la personne. Donc, la personne en soi, en fait, toute personne, en fait, on a tous envie d'être un peu autonome, d'être un peu à l'aise, d'être en fait, d'être un peu, de vouloir faire ce qu'on veut. Donc, et quand ces droits ne sont pas garantis, donc on est dans la violence, on est dans le cycle de la violence et la violence économique, parfois, en fait, si on regarde bien, surtout dans les couples, donc la violence économique parfois est corrélée à d'autres formes de violence dans la famille et d'autres formes de violence. Donc la violence économique n'est pas toujours la dernière, d'accord? Et elle ne marche pas seule, donc elle ne fait pas cavalier seule. Il y a toujours d'autres formes de violence psychologique, verbale et même physique qui marchent de pair avec la violence économique. Donc, mais la violence économique, on peut étendre nos réflexions sur la violence des riches, aussi sur les pauvres. C'est une forme de violence économique. C'est une forme de violence socio-économique importante. C'est-à-dire, quand on est dans un pays où, par exemple, 1% euh, de la population des plus riches ont la richesse de 45%. Donc, c'est quand même une forme de violence économique. Donc, la répartition des richesses peut, comme on l'avait vu tantôt, là, elle peut être considérée comme une forme de violence économique. Donc, les femmes n'ont pas le droit, en fait, n'ont pas le droit aux biens laissés par les parents, par exemple, et les hommes sont plus forts, donc ils peuvent les vendre, donc les femmes ne gagnent rien, donc c'est une forme de violence économique très, 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 très importante. Donc, euh, quand on regarde la structure sociale d'Haïti, les riches, donc on a comme impression de plus en plus, il n'y a pas de classe moyenne, il y a soit les riches, 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 les super riches, les nantis, et d'un autre côté, pardon, il y a les très, 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 très pauvres. Donc, du coup, c'est une forme de violence économique qui, en fait, en fait, qui nous fait souffrir quand même, qui nous fait souffrir. Donc, il n'y a pas de répartition des richesses. Donc, il n'y a pas non plus de redistribution suffisante dans la société. Parce que quand vous prenez les organes qui devraient s'assurer de cette redistribution, d'accord, que ce soit on a, on a pourrait bien, en fait, aurait pu le faire, d'accord, dans la mesure où donc, les gens ont quand même mis de côté de l'argent et après, mais écoute, qui ont le droit de prêter à l'ONA, d'accord? Vous le savez, vous connaissez la réponse mieux que moi, c'est les autorités, c'est les, écoute, c'est ceux qui ont le pouvoir qui peuvent le faire. Donc, du coup, ça devient une vache à lait qui, écoute, où les plus riches, en fait, essayent de tout accaparer, donc, et les pauvres n'ont rien. Donc, bon, on peut multiplier les exemples hein, dans le contexte haïtien. Donc, c'est-à-dire, au fond, cette société, donc, est structurée telle que, par exemple, les plus pauvres sont les principales victimes de la violence économique, mais la violence économique aussi, ça pourrait être le fait d'empêcher un pays, par exemple, en fait, d'accéder à sa richesse. D'accord?
Donc, la violence économique, ça pourrait être le fait que les Américains, quand ils débarquaient en Haïti, la première chose qu'ils ont faite, ils ont volé la réserve d'or d'Haïti. Donc, c'est des formes de violence économique parce que l'économie, c'est le poumon de la société. L'économie, c'est pas seulement le poumon de la société, c'est le poumon de la famille aussi. Donc, si les familles sont réputées économiquement pauvres, économiquement faibles, donc la société va être faible. Bon, on peut récapituler. Si on pense, ou du moins si un instant, on s'imaginait que avant qu'on détruisait les cochons créoles, par exemple, donc comment cela représentait, je dirais, le potomitan, d'accord, de l'économie haïtienne, parce que l'économie haïtienne reposait en fait en grande partie sur la paysannerie. Et la paysannerie avait un moyen de fonctionnement à travers lequel le cochon, d'accord, le cochon créole, était le pilier. Était le pilier parce que, en fait, quand les habitants, dont, en fait, quand ils moissonnent, donc après, il y a un cycle, il faut d'abord planter la terre, et en fait, pendant 2, 3 mois, on a l'impression qu'il n'y a rien parce on attend la récolte, mais en attendant, on a quand même des bétails, donc on peut les vendre, et en attendant que les denrées soient prêtes. Donc, on est quand même déjà apte à faire tout ce qu'on avait à faire, donc que ce soit envoyer les enfants à l'école ou à faire d'autres dépenses importantes dans la famille. Donc maintenant, quand vous enlevez en fait, cet élément-là de la chaîne, vous brisez de coup tout le système qui était quand même, qui fonctionnait quand même très bien. Parce que ce qu'il faut comprendre, hein, avant les années 80, 90, un paysan ou les paysans haïtiens n'étaient pas considérés comme pauvres. Ce n'étaient pas des pauvres, c'était des paysans. Mais de nos jours, donc avec ce qu'on appelle l'ajustement, en fait, les programmes d'ajustement structurel, avec ce qu'on appelle le néocolonialisme, les paysans, ou du moins paysans aujourd'hui est synonyme de pauvre. Est synonyme de pauvre parce que les paysans n'ont plus rien. N'ont plus rien parce que vous connaissez en fait, tout le mécanisme qui nous a conduit à cela. Donc, et aujourd'hui, en fait, cette semaine encore, on a appris à cette recherche qui a montré, je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire ça, mais qui a montré comment le riz en provenance des États-Unis était non seulement nocif pour la santé, et ils le savaient, mais aussi pouvait contribuer à augmenter les maladies cardiovasculaires, y compris, donc, et aussi, écoute, ça pourrait être nocif pour la santé et pourrait produire le cancer pour ceux qui en consomment. Donc, c'est quand même en fait, intéressant d'étudier ça. En fait, c'est quoi la répercussion de tout cela sur la santé mentale de quelqu'un qui sait que, par exemple, d'un côté, on a les produits qui viennent de la République dominicaine, par exemple, qui sont réputés très mauvais pour la santé, donc vous le saviez. Donc, maintenant, vous venez de le découvrir aussi, les produits qui viennent des États-Unis, c'est pareil. Donc, maintenant, si on ne pense pas à la relance économique, c'est-à-dire donc à sortir de ce qu'on appelle de cette violence économique. Donc, notre santé mentale, là, donc, on n'est pas, en fait, on n'est pas prêt d'avoir une bonne santé mentale de manière collective dans la société parce que, en fait, l'un des moyens de rester en santé, c'est de bien manger et de savoir psychologiquement ce qu'on mange. Donc, ne va pas nous tuer, en tout cas. Donc, mais quand on est pris dans cet engrenage du néocolonialisme, même si on est quand même dans un cours de psychologie, il faut quand même penser la psychologie à partir de la société, de la sociologie, donc, parce que il n'y a pas lieu de penser l'un sans l'autre. Donc, on avait vu ça. Donc, c'est-à-dire la violence économique, pour résumer, on peut penser la violence économique à un niveau
basiques au niveau de la famille, comment un homme, un père, exerce une pression sur une mère ou ses enfants. Mais on peut prendre un exemple rapidement là. Donc, vous vous rappelez tous quand vous étiez petit, en fait, jeune. En fait, quand vous aviez de l'argent, je ne sais pas, un parrain, une marraine vous a donné de l'argent, et quand vous allez à la maison, il y a papa, il y a maman qui vous dit, écoute, en fait, prête-moi ça, écoute, et puis, mais vous ne verrez jamais cet argent. Ou pas, jamais l'argent, ça encore. Écoute, ça, c'est une forme de violence économique. Les parents haïtiens sont des champions dans ce qu'on appelle en fait, dans l'exercice de la violence économique sur leurs enfants, sur leur progéniture. Donc, on a aussi d'autres formes de maltraitance en ce sens, des personnes aînées, les personnes âgées. Donc, en fait, parfois, ils sont victimes d'abus financiers, d'abus économiques, d'accord, en ce sens, de la part de leurs enfants. Donc, c'est aussi des formes de violence économique. Vous connaissez tous, il y a beaucoup de conséquences. Donc, mais on s'y habitue, mais on ne peut pas être habitué à la violence, c'est ça le paradoxe. Donc, mais c'est quand même très, 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 très mauvais pour le fonctionnement, pour notre fonctionnement en tant qu'individu, en tant que pays ou en tant que communauté. Bon, euh, on peut prendre d'autres exemples de violence économique. Quand vous allez à une église, par exemple, il y a le prêtre qui vous exige soit de l'argent. Généralement, c'est moins les prêtres, c'est plus les pasteurs dans les églises protestantes qui ont cette pratique quand même. Donc, je peux toujours me tromper, mais euh, ils ont peut-être d'autres formes de violence économique. Mais cette violence-là, par exemple, de faire pression sur la personne, des enveloppes de Salomon, les enveloppes 1000 gold, les enveloppes de 1000 dollars, etc. Donc, en fait, Shalom, l'église Shalom, c'est un cas typique de l'espace social en Haïti où l'on exerce cette forme de violence économique. Donc, et vous connaissez le résultat. Les pasteurs, les hommes de Dieu sont riches, d'accord? Ils exploitent le peuple de Dieu au nom de la foi et le peuple de Dieu devient plus pauvre. Et aujourd'hui, vous voyez le résultat. Donc, donc, ça ne nous amène ni au ciel, ni à rien du tout. Donc, c'est-à-dire c'est des formes de violence économique qu'on connaît. Donc, le fait de payer, je ne sais pas, 300 dollars, 400 dollars américains pour sortir les cailles, en fait, pour sortir les cailles pour aller à Port-au-Prince, donc c'est des formes de violence économique, d'accord? C'est des formes de violence économique. On peut, en fait, kidnapper quelqu'un et puis demander des rançons. D'accord, parfois on apporte les rançons et on tue quand même la personne. Donc, en fait, on est quand même dans un cours de violence. Sur la violence, on peut quand même parler de tout ça. Donc, sans tabou, pourquoi pas. Donc, c'est malheureusement le cas de notre société, donc la société haïtienne qui souffre de plus en plus de ces formes de violence, la violence exercée par les gangs armés, d'accord, la violence exercée par la police quand il y a des manifestations, par exemple, et la violence exercée par les gangs sur la police. Donc, vous voyez, donc il y a toujours quelqu'un qui cherche le plus faible pour exercer la violence. Donc, quand les gangs manifestent dans les rues de Port-au-Prince, les policiers ne sont pas présents. Et quand c'est le peuple qui manifeste, par exemple, pour demander des meilleures conditions de vie pour eux et pour la police, mais écoute, vous connaissez l'histoire, donc c'est tout le temps, hein. En fait, il n'y a pas de manif sans mort, sans de bastonnade, sans en fait, l'emploi abusif de gaz, de gaz de lacrymogène. Donc, mais pour dire tout cela, pourquoi? Parce que tout simplement, la violence, ça devient un peu quand même un peu très récurrente dans notre société. Mais la violence est récurrente, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette violence-là est quand même, euh, parce que si on essaye de réfléchir pourquoi les gens sont dans la rue, vous allez comprendre la réponse, c'est parce qu'il y a une violence économique qui est exercée sur le reste de la société. C'est-à-dire, les gens n'ont pas d'emploi, les jeunes, par exemple, ils étudient, mais vous ne savez même pas à quoi ça va vous servir, le diplôme. Donc, en fait, même dans les facultés d'État, c'est quand même triste de le dire, mais c'est triste. Moi, je le dis, je suis en train
fait, comment je suis attristé de le dire comme ça, et c'est vrai. Donc, un doyen, en fait, un directeur, un secrétaire général, peu importe, peut décider, par exemple, de monter les frais, que ce soit les frais de scolarité. Donc, on peut décider de les monter. Il n'y a pas une politique qui, en fait, sur comment on doit graduellement en fait, ajuster les prix, mais on peut passer de 500 à 1000 gouttes, de 1000 gouttes à 3 4000 gouttes, 5000 gouttes. Donc, et puis, il n'y a personne qui ne doit d'explication à personne. Et qu'il n'y a personne qui ne doit d'explication à personne. C'est-à-dire, on est dans cette société-là, c'est ça qu'il faut comprendre, est structurée de telle sorte que, en fait, la violence est une manière d'être et une manière d'agir. Donc, et on utilise beaucoup la violence aussi économique pour, pour gouverner, pour diriger, mais pour maintenir euh, les, 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 les gens dans la pauvreté. Donc, je pense que vous le saviez déjà, c'est que la violence économique telle exercée par la bourgeoisie haïtienne est quand même avec le support des gangs armés, parce que les gangs armés aujourd'hui, ça, c'est quand même c'est une plaque tournante dans l'économie criminelle en Haïti, mais aussi dans l'économie de la violence, parce il y a la violence économique, mais il y a une forme d'économie de la violence. Qui a le droit d'exercer la violence, qui peut exercer la violence, parce que n'importe qui ne peut pas exercer la violence. Hein. D'accord? Il y a, dans le langage de Weber, il y a l'État qui détient ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire, en bon créole, l'État qui a pouvoir pour couper vagabonds, mettre battre des vagabonds, c'est-à-dire avec, à travers ses bras armés, la police et l'armée, d'accord, mais de plus en plus BSAP. J'ai envie de dire quand je le dis, mais c'est ça. Donc, rien que pour vous dire que il y a ceux qui ont le contrôle de la violence. En fait, normalement, quand on dit normalement, c'est ce qui est prévu par la Constitution, c'est la police et l'armée qui ont cette prérogative d'exercer cette violence physique, d'accord, contre la violence, d'accord, contrainte physique. Donc, mais aussi, l'État, d'accord, a le monopole c'est un double monopole de la violence physique, mais aussi de la fiscalité. C'est-à-dire, l'État peut décider des taxations, d'accord? Décider en fait, de combien on doit payer les timbres pour le passeport, par exemple, pour le NIF, le numéro d'identité fiscale. Donc, c'est l'État qui décide de cela. Donc, maintenant, si on regarde bien ce qui se passe, si on regarde bien l'évolution de la société dans le contexte de la violence, on a l'impression que ce sont les gangs armés, par exemple, de plus en plus, qui ont ce qu'on appelle euh, ce double monopole de contraintes physiques, c'est-à-dire les gangs peuvent aujourd'hui décider qui peuvent sortir ou non, qui doivent mourir ou non, d'accord? Mais aussi les gangs, par exemple, pour aller à l'Artibonite Saint-Marc chez moi, dans le département de l'Artibonite, il faut payer les gangs, il faut payer un droit de passage. Et c'est valable pour la plupart pour la plupart des provinces. Euh, soit vous payez à Mariani je sais pas, à Village des Dieux, peu importe là. Mais c'est juste, le territoire n'a jamais été aussi bien contrôlé. D'accord? C'était toujours le ministère de l'Intérieur et de la collectivité territoriale qui avait ces prérogatives de contrôler le territoire. Mais j'ai l'impression qu'on dirait que les gangs arrivent à faire ce que l'État ne pouvait pas faire, prendre le contrôle de ce qu'on appelle les artères euh, les plus importants du pays, en fait, de la capitale surtout, mais qui ont des tentacules, ou du moins qui ont des passages sur des provinces les plus importantes du pays. Euh, mais quand, en plus de ça, c'est qu'ils arrivent à avoir une économie qui les permet d'acheter des armes, d'accord, qui les permet d'acheter des munitions. Donc, et on ne peut pas les acheter sans ceux-là qui ont le vrai contrôle des monopoles économiques, ce qu'on appelle l'État, d'accord, à travers les douanes.
D'accord? Donc, écoute, les armes, ça ne tombe pas du ciel. Les balles, ça ne tombe pas du ciel. C'est pas quelque chose qu'on peut planter puis les récolter. C'est pas la ganja, d'accord? C'est pas c'est pas c'est pas les marijuana, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui doit passer à travers des ports. Donc, et Haïti, on ne produit pas des armes à feu ni des munitions. Donc, vous comprenez, la logique, c'est que la violence économique, d'accord, est exercée par ces gangs parce que ces gangs-là, par exemple, ont le contrôle de l'État qui, normalement, d'accord, a les prérogatives d'exercer cette violence économique à travers la fiscalité ou la violence physique, en fait, ce qu'on appelle contrainte physique, tel que Weber l'a mentionné. Donc, je pense que on va passer à la violence sociale, ou du moins on fait une pause. Bon, on fait une pause et puis on passe à la violence sociale après.